Bonjour à tous et merci de votre invitation. Je suis très honoré qu'un plasticien vienne parler de prothèses dans une autre matière que le silicone. Donc, on va parler d'arthrose trapézo-métacarpienne et de prothèses de poignet. La principale, et on va insister dessus parce que vous verrez qu'on est quand même sur des volumes complètement différents, c'est la gestion de la trapézo-métacarpienne. C'est une pathologie dont la fréquence augmente de plus en plus, et ce papier est un très joli papier d'étude de prévalence. Et la trapézo-métacarpienne, c'est comme la mort et les impôts, on n'y échappe pas puisqu'on arrive à une prévalence autour de 100%, autour de 80 ans. Et quand on regarde la pyramide des âges de notre pays, on se dit qu'on devrait en voir de plus en plus. C'est une prothèse d'utilisation relativement récente parce que jusqu'à il y a une dizaine d'années, on était vraiment beaucoup plus sur la trapézectomie qui consiste à enlever le trapèze, alors que progressivement, on a eu des implants qui ont commencé à fonctionner, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on regarde la pratique, on est complètement sur un changement de paradigme, puisqu'il y a 10 ans, on avait à peu près 10 000 trapézectomies pour un petit millier de prothèses. Aujourd'hui, on est à 13 000 prothèses à peu près pour 3 000 trapézectomies, et les choses continuent de changer. Pour nous donner une idée, la prothèse, c'est une idée très française au départ. On va revenir sur l'historique, mais c'était une idée très française. Les premières prothèses, c'est la fin des années 70. Depuis l'année dernière, il y a une prothèse qui a eu l'agrément FDA et ça commence à être posé aux États-Unis. Donc la prothèse trapézo-métacarpienne, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus d'actualité. Alors pourquoi on a arrêté de faire des trapézectomies? Parce que c'est vrai que c'était le traitement historique de la rhizarthrose qui consistait simplement à enlever le trapèze, où les gens disaient bon, ça va pas si mal. Effectivement, les gens allaient pas si mal, mais les gens mettaient très longtemps à aller bien et on avait quand même un taux de complications qui était entre 19 et 29% selon les séries, et 19 et 29, c'est le taux de reprise chirurgicale. Le taux global de complications des trapézectomies, c'est autour de 35%. Voilà, pour le coup, on est sur une chirurgie qui est une chirurgie réglée, c'est de l'arthrose dégénérative, on n'est pas du tout sur du post-traumatique comme Mathieu nous a parlé sur le coude. Donc c'est des implants donc vous voyez ici l'historique des implants, on n'est pas du tout sur un implant anatomique, parce qu'en chirurgie de la main, on n'a pas inventé grand-chose, donc on est allé pomper nos collègues de la hanche, et aujourd'hui, vous voyez les premières prothèses qui étaient des prothèses en silicone, qui sont apparues dans les années 60, qui ont fait des siliconites très importantes. Puis on a eu les implants de première et de deuxième génération entre la fin des années 70 et le début des années 2000. C'était le début de mon internat. Et là, à cette époque-là, je me disais, moi, les prothèses, j'en mettrai jamais, puisqu'on avait un taux de reprise des implants qui était de l'ordre de 50% à 5 ans. C'est-à-dire qu'on avait une demi-vie qui était, à mon sens en tout cas, qui ne justifiait pas. Les implants de 4e génération et de 5e génération qui sont en train d'arriver sont des implants avec des résultats, je reviens en arrière, avec des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, puisque les dernières séries qui sortent font état de 95 à 96% de survie des implants à 10 ans. Donc on est sur une technique qui aujourd'hui est mature, avec une récupération qu'on va rapidement voir. Le poignet, c'est complètement différent. Le poignet, les prothèses qu'on a aujourd'hui, donc il y avait des prothèses qui étaient semi-anatomiques, qui ont toutes été retirées du marché au fur et à mesure. Il faut savoir qu'on est sur des volumes de pose qui sont très faibles et c'est compliqué, et on peut le comprendre pour les laboratoires qui ont une logique économique, de mettre des implants pour faire 500 ventes monde à peu près. Puisque aujourd'hui, les prothèses de poignet, je pense que le plus gros poseur monde, il est autour de 30 prothèses par an. Un chirurgien lambda va mettre entre 0 et 2-3 prothèses dans l'année. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare, qui a beaucoup moins été étudié sur le design des implants, et les seuls implants qu'on a aujourd'hui, donc en bas, vous avez rapidement le carpe qui est composé de 2 rangées, et pour faire simple, la moitié de la mobilité d'un poignet est faite dans l'articulation radiocarpienne, et l'autre moitié est faite dans l'articulation médiocarpienne, et tout ce qui est inclinaison radiale et ulnaire, ce qu'on appelle la Dart Range Motion, qui est très à la mode en ce moment, ça va être l'adaptation de la hauteur
des os de la première rangée du carpe. Donc si on met des prothèses qui vont ne créer finalement qu'une seule rangée au lieu de deux, forcément on est sur une biomécanique qui n'est pas la même et on a des récupérations fonctionnelles qui sont moins bonnes. En pratique aujourd'hui, vraiment sur la prothèse trapézo-métacarpienne, on a des implants où les patients, un peu comme Renaud disait tout à l'heure sur le PIC, on a des patients qui disent qu'ils ont oublié leur prothèse et qu'ils se sentent comme s'ils avaient un pouce complètement normal. Donc la question, ça va plus être vraiment de savoir si on a le droit de reprendre le sport, c'est finalement à quel moment et comment nous, on gère en amont la reprise sportive pour qu'elle puisse se faire dans de meilleures conditions. Donc sur nos deux prothèses, sur la prothèse trapézo-métacarpienne, clairement, la logique, ça ne va pas être est-ce qu'on peut reprendre le sport. Il n'y a pas de chiffres dans la littérature, mais clairement, personne ne donne la moindre contrainte sur une prothèse trapézo-métacarpienne aujourd'hui, surtout sur la reprise sportive. On va discuter un petit peu des activités professionnelles lourdes, mais globalement, l'objectif, ça va être de retrouver une opposition et une pince utile. Sur les sports d'impact majeur, on discutera au cas par cas, mais un peu comme la PIC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de limiter l'activité. On a des gens qui viennent nous voir avec un problème de douleur, avec une demande de récupération fonctionnelle. À partir du moment où on va leur proposer une chirurgie qui va leur redonner un pouce normal, il n'y a pas tellement de raison de leur dire « Attendez, je vous ai donné un cadeau, je vous ai fait le cadeau de vous redonner un pouce absolument indolore, mais attention, votre jouet, il ne faut pas trop s'en servir parce que sinon vous allez l'abîmer. » Donc la reprise, elle va pouvoir se faire. Ce qu'il faut par contre, ça va être bien travailler avec eux en amont la reprise d'une pince normale, parce que c'est des gens qui vont avoir développé des stratégies d'adaptation du fait de leur douleur en amont, et si on ne retravaille pas le bon geste au départ, on va garder un geste de travers et on risque de créer des douleurs autres, en particulier des deux carvins. Pour le poignet, encore une fois, c'est complètement différent. On va être sur des mobilités qui ne vont pas être des mobilités normales, c'est des gens qui vont quand même si on va traiter le problème de la douleur, on ne va pas pouvoir leur redonner une mobilité normale. Donc il va falloir retravailler sur la stabilité du poignet, et c'est là que vraiment la rééducation va être hyper importante, de travailler tous les stabilisateurs du poignet, parce que c'est des prothèses, c'est une ball and socket, donc forcément c'est une prothèse qui va avoir une stabilité intrinsèque très limitée, et donc il va falloir renforcer les stabilisateurs pour éviter tous les problèmes d'instabilité de la prothèse. Donc sur le pouce, l'idée ça va être d'abord de protéger. C'est des implants qui vont avoir besoin, et comme tous les implants, là je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit par tout le monde, il va falloir laisser l'implant s'ostéo-intégrer, et donc au départ, tant qu'on n'a pas une bonne ostéo-intégration de l'implant, il va falloir faire attention, notamment sur tout ce qui va être contrainte en cisaillement. Les contraintes axiales, ce n'est pas tellement un problème, et après on va chercher doucement à retrouver une mobilité utile, un travail de proprioception, et ensuite travailler spécifiquement les gestes nécessaires à la reprise de l'activité sportive. Pour faire simple, début post-opératoire immédiat, on va chercher la mobilité. Et là, ça a été dit pas mal, mais vraiment, je pense que pour se rassurer, nous chirurgiens, on avait tendance à immobiliser les prothèses. Et aujourd'hui, on est sur un changement de paradigme complet où on va les faire bouger en post-opératoire immédiat. Et ce qu'on a vu vraiment en termes de changement dans les suites des prothèses, c'est cette mobilisation immédiate. Et je pense qu'au moment inférieur, ils ont absolument le même retour d'expérience. Mais nous, les prothèses, maintenant, on leur met une petite orthèse en post-opératoire, mais on leur dit, dès J1, de commencer à travailler leur opposition à la maison, en actif, tout seul. Au bout de 3 semaines, on les revoit, on juge de la mobilité. Pour l'immense majorité des cas, quand il n'y a pas de demande de reprise d'activité spécifique, il n'y a même plus de rééducation dans les prothèses trapézo-métacarpiennes. Par contre, on va leur dire de protéger tout ce qui est force pendant à peu près 6 semaines, reprise progressive à 6 semaines, et à partir de 3 mois, et c'est pareil pour les autres, on va se retrouver sur une reprise d'activité. Pour le poignet, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on va vraiment les immobiliser beaucoup plus parce qu'on a ce problème de stabilité intrinsèque de l'implant. Et je reviendrai un tout petit peu sur le design de l'implant à la fin, mais on verra si on a le temps d'en discuter. Voilà, donc c'est des prothèses qu'on va immobiliser. On va commencer au bout de 3 à 4 semaines un peu de mobilité passive et active, et ensuite, très à distance, quand on a un implant qui est bien intégré, on pourra commencer une reprise d'activité douce avec des sports
qu'on n'autorisera pas forcément. Ça sera une discussion au cas par cas, mais on n'est pas du tout sur... c'est un peu l'équivalent de la prothèse inversée d'épaule. C'est-à-dire que comme c'est des implants dont les résultats ne sont pas extraordinaires, on a plutôt tendance à les réserver à des patients âgés avec une faible demande fonctionnelle. Donc la discussion de la reprise d'activité sur une prothèse de poignet, elle est plus sur des petites activités de fitness, mais voilà, pas de gros sport d'impact de toute façon. Quand est-ce qu'on l'autorise? Pareil, ça a été déjà très discuté. Finalement, on se rend compte que même si on ne discute pas trop entre nous, on en arrive tous aux mêmes conclusions, chacun de notre côté. Mais on va avoir une reprise qui va être progressive avec des sports qui vont être le plus retardés, plus on va avoir d'impact. Voilà, mais on va de toute façon, dans tous les cas, interdire les gros sports d'impact pour le poignet. Pour le pouce, la limitation, c'est ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire vous les mettez dans les mains, vous avez un implant qui va s'user avec le temps, de toute façon, il a un nombre de cycles fini, on verra un petit peu. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est des implants qui ont énormément progressé et les implants d'il y a 10 ans posaient le problème, un peu comme la prothèse d'épaule, du décèlement de la pièce trapézienne où on avait une fréquence très élevée de décèlement trapézien avec le temps. Et le problème qu'on a, c'est que le trapèze, c'est un tout petit os. On a un stock osseux qui est très limité. Et donc, la reprise, quand on avait un décèlement trapézien, était absolument diabolique. Aujourd'hui, ce problème des décèlements trapéziens, il est, sauf problème de pose initiale, complètement réglé. Ce qu'on va avoir plutôt, c'est des ruptures de polyéthylène. Ce que vous voyez sur la photo en haut à gauche. Donc on a la prothèse aujourd'hui, j'aurais dû passer un peu plus de temps, mais c'est une mini prothèse de hanche. À la différence par rapport aux prothèses de hanche, où je parle sous le contrôle de monsieur Argenson, mais la double mobilité, c'est pas forcément le gold standard et il y a différentes prothèses utilisées. Nous, on est sur du 100% de double mobilité et on n'a plus que de la double mobilité. Et parmi les théories qui sont faites de pourquoi les prothèses ne se décèlent plus, on pense que le coussin que va faire l'implant en polyéthylène qui va être entre la tête métallique et la cupule trapézienne joue un rôle d'amortisseur un petit peu et va récupérer une partie des contraintes de l'implant. Mais le corollaire, c'est qu'on va avoir ce qu'on n'avait pas dans les autres implants, on va avoir des usures de polyéthylène qui vont apparaître. Dans les complications qu'il faudra surveiller, qui n'en est pas vraiment une, c'est que la rhizarthrose, c'est l'arthrose trapézo-métacarpienne pour laquelle on peut mettre une prothèse, mais au-dessus, on a l'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne. Cette articulation-là, elle peut être arthrosique aussi. Donc on peut avoir une décompensation ou l'apparition d'une arthrose STT secondaire. Et enfin, les décèlements et les luxations. Alors les luxations d'implant, je vous ai mis une photo de luxation, mais en fait, c'est une luxation qui est arrivée secondairement à un décèlement. Les luxations de prothèses, aujourd'hui, sur les prothèses TM, c'est 0,2%. Ça n'existe plus, si l'implant est mis correctement. Et probablement grâce à la double mobilité. Donc, on a aujourd'hui des implants qui marchent vraiment très bien en TM. Néanmoins, vous l'avez vu, on peut avoir des petits problèmes de rupture de polyéthylène. On est en train de travailler sur la prochaine génération d'implants, justement, puisque là, les implants qu'on met aujourd'hui sont finalement des implants qui étaient designés pour être mis en place chez des patients de plus de 70 ans. Et vu qu'on avait de tellement bons résultats, on a diminué notre cut-off progressivement. Et aujourd'hui, ça ne nous pose absolument aucun souci de mettre une prothèse totale à un patient de 50 ans. Néanmoins, ces usures de polyéthylène, on commence à en voir un petit peu justement parce qu'on a diminué ces cut-off et qu'on le met sur des patients de plus en plus actifs. Donc on est en train de travailler. Ça, c'est la prochaine génération de prothèses qui va sortir bientôt avec une cupule un peu plus grosse et un PE de taille augmentée justement pour pouvoir espérer augmenter le nombre de cycles. Il y aura probablement d'autres évolutions. On travaille sur justement les interfaces, peut-être, toujours en s'inspirant des prothèses de hanche, on travaille sur des cols en céramique parce qu'on se dit qu'on n'aura peut-être pas les mêmes problématiques que les chirurgiens de la hanche ont rencontrées avec les céramiques, parce qu'on est quand même sur des contraintes bien moindres et moins de risques de casse et de squeaking. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus, mais déjà aujourd'hui, on est sur des implants, pour ce qui est de la trapézo-métacarpienne, qui ne nous posent pas de problème en termes de reprise sportive et d'activité.
c'est plus le timing finalement. Voilà. Sur le poignet, encore une fois, c'est complètement différent et c'est une problématique à discuter au cas par cas. Donc voilà, rapidement, pour refaire le bilan de tout le monde, il faut reprendre le sport, on peut reprendre le sport, on doit reprendre le sport parce que c'est important, mais il faut y aller progressivement et en discussion et en relation tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup André pour cette présentation. Ouais, j'ai oublié. Ouais, moi j'ai appris pas mal de choses et surtout ça pousse un petit peu plus loin les indications parce que je trouve qu'on était sur les trapézectomies, moi je les envoyais pas forcément. Je fais beaucoup de VTT donc par exemple je sais très bien que voilà, les résultats étaient moins. Donc maintenant on peut les envoyer plus tôt. À partir de quand est-ce que tu considères que justement on peut les adresser pour une prothèse, le timing avant qu'il soit trop tard, pour avoir les meilleurs résultats possibles? Le bon moment. Non, aujourd'hui, ce qui est important, il y a deux critères. Pour moi, il y a le critère de la douleur, c'est-à-dire à partir du moment où on a un traitement médical qui ne fonctionne plus, je pense qu'il faut éviter de répéter de manière trop rapprochée les infiltrations. Je crois que quand on voit des patients qui ont été infiltrés 8-10 fois avec de la cortisone, quand on rentre dans l'articulation, on le voit. On voit les résidus cortisonnés, on voit qu'on a un os qui est de bonne qualité. Donc je crois qu'il faut gérer en fonction, pas tellement, c'est pas le nombre d'infiltrations, c'est la temporalité des infiltrations. C'est-à-dire que si on tient avec une infiltration tous les 2 ans, ça ne pose pas de problème. Mais quand on voit des gens qui ont été infiltrés 6 fois dans les 6 derniers mois, ça je pense qu'il aurait fallu se poser la question de la prothèse avant. L'autre critère, qui à mon avis est important, et Renaud l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment ce croisement des courbes de douleur et de mobilité. Quand on commence à avoir une fermeture commissurale, quand on commence à avoir une déformation en Z, alors la prothèse, par rapport à la trapézectomie, permet de récupérer la déformation en Z un petit peu. C'est-à-dire que comme on va redonner de la hauteur à la colonne du pouce, on va rattraper la déformation en Z. C'est bien, mais il ne faut pas non plus attendre d'avoir une commission complètement fermée avec un gros Z, parce que là, l'ouverture commissurale, on ne la récupérera pas. Donc, le début de déformation en Z, pour moi, c'est le moment où il faut discuter la prothèse, même si le patient n'est pas forcément très bon. Il y a vraiment 2 critères, le critère de mobilité et le critère de Si on envisage un sujet jeune et en incluant les travailleurs manuels dans les sportifs de haut niveau, je pense qu'on peut le faire facilement. Une des alternatives, un peu plus sur le poignet que sur la trapézose, c'est l'arthrodèse. Donc ça sort du sujet du congrès, mais quelle est la place des arthrodèses dans les 2 situations? Chez le sujet jeune notamment, et sur les arthroses post-traumatiques du poignet par exemple? Alors, l'arthrodèse trapézométacarpienne, c'est une chirurgie qui n'est pas une mauvaise chirurgie. C'est-à-dire quand ça va plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'ils vont perdre un petit peu en rétropulsion. Sur l'opposition, ils vont bien récupérer. Par contre, ils vont perdre en rétropulsion. Probablement parce qu'ils vont compenser en surutilisant un petit peu la STT. L'énorme défaut de l'arthrodèse TM, c'est que, si on regarde la littérature, c'est entre 25 et 40% de complications, notamment un taux de saut d'arthrodèse qui est autour de 25%. Donc c'est des chirurgies qui sont techniquement très compliquées. Donc aujourd'hui, avec ces implants qui arrivent, encore une fois, on est vraiment, vous l'avez vu, c'est une mini-prothèse de hanche, et la différence qu'on a avec la prothèse de hanche, c'est qu'on a 50 ans de retard. Et donc on est en train, progressivement, d'arriver sur des résultats qui sont comparables avec la BTH. On a ces implants qui sont en train de sortir, donc ils ont changé, c'est pareil, les détails, mais ils ont changé les polyéthylènes, on a des polyéthylènes dans lesquels on va rajouter la vitamine E, qui va diminuer l'oxydation du polyéthylène et théoriquement ça le réduit. Donc c'est du cas par cas. Un travailleur manuel lourd, pour l'instant, mon cutoff il est autour de 50 ans, mais c'est des limites qui évoluent tellement vite que voilà. Là on a la prothèse que je vous ai montrée, la Touch Plus, avec une cupule d'un diamètre plus important, avec un peu plus épais. Elle arrive sur le marché là au mois d'avril, donc on va faire nos séries, on va voir, mais je ne peux pas dire. Sur le poignet, par contre, sur le poignet,
l'arthrodèse est une bonne opération. Moi, je pense que typiquement la prothèse, c'est quelque chose qui ne discute pas chez un sujet jeune. Ou alors, dans des cas très particuliers, chez les PR, chez des choses comme ça, où tu vas discuter d'une chirurgie bilatérale. C'est compliqué de vivre avec deux arthrodèses de poignet. C'est très simple. Une seule arthrodèse de poignet, on vit très bien. Donc, pour moi, la prothèse, je me pose la question quand on a une atteinte bilatérale, où on va faire probablement d'un côté une arthrodèse, où on va leur donner un poignet qui va rester fort, et de l'autre côté un poignet mobile, sur lequel on ne va pas trop faire l'activité.